Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire où on va discuter des impacts des élections US pour les cryptoactifs. Alors, avant de commencer, je vais juste lire un petit disclaimer pour vous rappeler que ce webinaire et la présentation qui l'accompagne ont un caractère purement informatif. Cette présentation ne constitue ni une offre d'achat ni de vente et elle n'est pas une sollicitation d'offre d'achat ou de vente. Voilà. Cela étant dit, bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Benjamin Ita. Je suis directeur commercial chez HDEX Europe. Aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est de parler des impacts des élections sur le marché des cryptos. Donc aujourd'hui, on va discuter un peu des performances des cryptos depuis les élections. On va aussi discuter des impacts politiques et réglementaires sur tout ce qui touche à l'innovation, l'investissement. On va discuter des tendances long terme pour la classe d'actifs. Et enfin, on aura le plaisir d'avoir Raphaël qui pourra nous partager son expérience lors de la semaine électorale à New York au cœur de l'écosystème crypto. Donc, pour commencer, peut-être juste, je vous présente donc les deux intervenants qu'on a aujourd'hui avec nous. Donc, Draman, lui, est responsable produit chez HDEX Europe. Et Raphaël Bloch, lui, est cofondateur de The Big Whale. Donc, peut-être pour commencer, Draman, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est HDEX en quelques mots et quelle est la mission de HDEX? Ça marche, merci Ben. Et merci encore à Raphaël d'avoir accepté de rejoindre notre webinaire aujourd'hui. Donc, Aztex est un gérant de fonds alternatifs 100% focusé sur la crypto. On fait dans l'ETF et dans les ETP, également dans les stratégies actives sur le sous-jacent crypto. HDEX, c'est 6 ans d'histoire et 6 ans en crypto, c'est très long quand on regarde la durée de vie moyenne des entreprises. Et on a une présence globale en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, ce qui nous permet d'être impliqués et au jus de ce qui se passe sur ces marchés. HDEX, c'est la boîte qui a lancé le premier ETF indiciel crypto au monde. Ça, c'était en 2021. Et c'est aussi un partenariat global avec Nasdaq, qui est le fournisseur d'indices de référence pour les indices technologiques. HDEX, c'est 1 milliard de dollars d'encours sous gestion, avec le plus gros ETF indiciel au monde et également en Europe. Et l'idée de la boîte, c'était toujours de fournir des solutions d'investissement et d'allocation d'actifs à l'univers de la crypto, avec un biais sur tout ce qui est stratégie indicielle, stratégie smart beta ou stratégie thématique, et aussi un gros focus sur tout ce qui est excellence opérationnelle et gestion des risques, parce qu'on dit, l'idée, c'est de vous donner l'exposition au marché sans que vous ayez à vous inquiéter du risque de contrepartie ou des risques opérationnels liés. En Europe, c'est 2 ETP. Nos stratégies flagship, c'est Nasdaq Crypto Index. Il y a 600 millions d'encours aujourd'hui et une stratégie Smart Beta qui est un produit momentum. Très bien, merci. Raphaël, parle-nous un peu de The Big Whale et explique-nous en quelques mots le rôle au sein de l'écosystème crypto. Yes, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Ravi d'être avec vous. Et donc, The Big Whale, en quelques mots, en fait, c'est ce qu'on appelle une business information platform. En fait, on a créé The Big Whale il y a maintenant plus de 2 ans. Moi, je suis un des cofondateurs et directeur de l'information. Et notre objectif, donc, avec cette plateforme, c'est de fournir de l'intelligence sur tout ce qui concerne les actifs numériques. Donc, c'est évidemment le Bitcoin, mais tout ce qui va toucher à la tokenisation et demain à la finance numérique. Donc, nous fournissons des rapports hebdomadaires, mensuels, qui permettent de suivre les tendances, de comprendre les projets. Et puis, nous avons aussi, et c'est ce qui fait notre force, un gros réseau. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 abonnés qui nous suivent. On a un reach de de milliers de personnes qui suivent nos contenus et on organise des événements chaque mois qui permettent de réunir voilà, des investisseurs, des acteurs de cet écosystème. Et voilà, effectivement, moi, je me déplace pas mal, notamment, j'étais aux États-Unis récemment pour comprendre ce qui se passe et permettre à nos abonnés de suivre l'actualité des actifs numériques. Parfait, merci. Merci Raphaël. Alors, pour aller dans le vif du sujet, donc juste à titre d'introduction, je pense que là, on va rien vous apprendre, mais pour nous, la vraie nuance, c'est qu'aujourd'hui, il y a un congrès qui est pro-crypto. C'est aussi le fait que Trump a eu une victoire très large. Il aura beaucoup de pouvoir lors de son mandat. Et vous voyez, on préparait ces slides cette semaine.
on s'attendait évidemment à un changement à la direction de la SEC et on a appris voilà, que Gary Gensler a déjà démissionné de la SEC. Donc évidemment, tout ça ce sont des éléments qui vont avoir énormément d'impact. On va détailler tout ça juste après le sujet des performances. Donc, pour commencer au niveau des performances, Draman, est-ce que tu peux nous parler, on va focus sur le Bitcoin, parle-nous de la vision de HDEX concernant les cycles du Bitcoin. Ça marche bien. Alors, ça, c'est une graphique qu'on avait publiée à l'époque en février 2023, où Bitcoin était à 23 000 $ et le marché aujourd'hui environ à 5 000 $. Et l'idée, ce qu'on avait remarqué, c'est que le marché Bitcoin, les prix de Bitcoin suivent un cycle qui se répète. Et là, on a 4 cycles de marché et on voit au mois près la même dynamique qui se répète. Ça commence par un marché haussier pendant une année où on va en hausse du précédent all-time high. Et après ce marché haussier de 12 mois, on a 13 mois de marché baissier. Et c'est la période où il y a de la capitulation, où il y a en général des scandales. Et on a un gros draw dans le marché en baisse de 50%, 60%. Et après ces 13 mois de bear market, on a environ 2 ans de phase de recovery où le marché revient et se redresse d'une certaine manière. Et quand on a fait ce call à l'époque en février 2023, c'était pour signaler aux clients que le bear market était fini en phase de recovery en réalité. Et depuis, les prix et le développement du marché nous ont donné raison. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante à voir, c'est de remettre le début du bull market en contexte avec le Bitcoin halving. Donc, ce qu'on voit en violet en bas, c'est les différents halvings du Bitcoin. Donc, le halving du Bitcoin, c'est chaque 4 années, l'émission de Bitcoin est divisée par 2. Et ce qu'on remarque, c'est que, et quand on divise l'émission par 2, ça crée un choc sur l'offre, alors que la demande en général n'a pas changé ou la demande va croissant. Donc, si tout se passe comme il se doit, il y a un ajustement du prix à la hausse qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lag. Il y a environ une période de 6 mois entre le halving du Bitcoin et le début du bull market. Parce que naturellement, il y a un peu de... Il faut que la demande s'accumule un peu avant que ce soit reflété dans les prix. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette période de 6 mois semble coïncider très bien avec le résultat des élections américaines également. Donc, il se passe qu'en général, 6 mois, 7 mois après le halving, les prix de la crypto commencent à aller en hausse parce qu'il y a l'effet du halving, mais aussi l'effet d'avoir une nouvelle présidence aux États-Unis. Donc, pour nous, l'idée, c'est vraiment que le marché est très cyclique et on est officiellement dans le bull market de la crypto qui, en général, dure 12 mois. Et le dernier point d'attention, c'est que même en période de bear market, où le marché descend, il perd 40, 50, 60%, en général, on ne va pas en dessous des prix du début du bull market. Donc, pour quelqu'un qui investit relativement tôt, il a la capacité de profiter de la hausse du marché. Et même quand le marché va aller en baisse, il est quand même toujours au-dessus de son point d'entrée dans le bull market. Parfait, merci Draman. Alors, on a parlé du Bitcoin, allons un petit peu plus loin. Donc, comme Draman l'a expliqué, notre stratégie flagship, c'est une stratégie indicielle, donc qui donne une exposition au marché, à l'ensemble du marché crypto des actifs liquides. Hein. Donc, c'est le Nasdaq Crypto Index. Donc, nous, quand on parle du reste des cryptos, pour nous, l'univers d'investissement, c'est ce qui est dans le Nasdaq Crypto Index. Donc, peux-tu nous parler de la performance des composants du Nasdaq Crypto Index en 2024 et aussi leur comportement depuis les élections et qu'est-ce qu'on remarque depuis le résultat? Okay. Donc, le Nasdaq Crypto Index aujourd'hui, c'est une stratégie dynamique qui est rebalancée chaque trimestre. Donc, à date, on a 10 constituants dans l'indice. Et sur l'année 2024, jusqu'à hier, la performance était environ 95%, 96%, on va dire. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on aime faire remarquer aux clients, c'est que, a priori, on se dit, c'est que Bitcoin qui a bien performé cette année. Mais quand on regarde dans le détail, en réalité, Solana a fait une meilleure performance depuis le début de l'année que Bitcoin déjà. Donc, l'idée d'être capable de choisir le jeton qui va faire mieux est très difficile en crypto. Même dans une année où Bitcoin a surdominé, a très bien performé, Solana a fait mieux que Bitcoin. Mais derrière aussi, c'est de voir que un actif comme crypto a fait environ 96%. Pour faire simple, on va dire, disons que ça fait 100% de performance cette année. Donc, 1% d'allocation en crypto dans votre portefeuille d'investissement a le potentiel d'ajouter 100 points de base à la performance de votre portefeuille. Donc, si on assume que sans crypto, votre portefeuille génère 7%, avec 1% d'allocation en crypto, vous générez 1% additionnel. Donc, vous avez ajouté de 7%, vous êtes passé à 8%.
Donc, c'est plus de 10% de performance additionnelle ajoutée à votre portefeuille grâce à 1% d'allocation en crypto. Donc, il y a cet aspect un peu asymétrique de l'impact d'une allocation en crypto. Et deuxièmement, qui est aussi super intéressant, c'est depuis les élections américaines, le marché est en hausse de 37%, en grande partie parce qu'on anticipe tous une administration américaine qui sera beaucoup plus ouverte sur les sujets crypto, une SEC qui sera différente. Mais le même point d'attention, c'est que finalement, c'est vrai que Bitcoin est en hausse d'environ 40%, mais XRP ou Cardano sont en hausse de plus de 100% en réalité. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que ce n'est pas des moves qu'on est capable de capturer nous-mêmes a priori, mais quand on a une exposition large ou diversifiée au marché, on bénéficie de, ce mouvement de ces mouvements de marché qui font que Cardano en hausse de 100% ou XRP en hausse de 100% en fait. Bon, juste moi, je vais juste rajouter quelque chose, c'est dire qu'effectivement, on était dans une année où tous les yeux étaient sur le Bitcoin. Depuis les élections, on voit des investisseurs qui justement veulent aller au-delà du Bitcoin et regardent ce genre d'exposition pour s'exposer au marché sans essayer de pick the winner, comme on dit en anglais. Bon, alors, on a parlé un peu de performance. Maintenant, on va revenir sur le sujet des impacts. Alors, Raphaël, j'ai une petite question pour toi. D'après toi, voilà, comment vois-tu la réaction de l'industrie par rapport aux résultats des élections et est-ce que tu penses qu'une administration pro-crypto va concrètement changer la dynamique réglementaire? Ouais, c'est une très bonne question. Alors effectivement, donc quand j'ai passé donc 8 jours à New York, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs dans la crypto, c'est-à-dire soit des gens qui travaillent pour des protocoles que Draman a évoqués, donc ça peut être des gens qui travaillent avec Ethereum, Solana, ou aussi des gens qui tout bêtement développent des entreprises liées à cette industrie. Et effectivement, je pense que même ceux qui ont suivi de loin ce qui s'est passé ont bien vu que depuis la chute de FTX, donc en novembre 2022, c'est-à-dire il y a pile 2 ans, euh, les autorités américaines, et notamment donc le gendarme boursier américain, la SEC, ont vraiment durci les règles pour des raisons évidentes. C'est qu'évidemment, il y avait eu comment dire, un manque de vigilance et beaucoup d'investisseurs avaient perdu de l'argent. Mais le contre-coup, c'est qu'on est allé trop loin et donc beaucoup de projets s'étaient mis en stand-by, hésitaient à investir. On a vu beaucoup d'entreprises qui voilà, hésitaient d'une part à avoir potentiellement des crypto-monnaies dans leur activité ou à lancer leurs propres jetons. Donc, c'était assez compliqué. Et à part quelques grosses entreprises comme Coinbase, pour ne citer que, hein, c'est-à-dire l'une des plus grosses plateformes d'échange de la planète, voilà, les entreprises avaient plutôt peur d'être rattrapées par la patrouille parce que les règles étaient très strictes. Maintenant, voilà, l'élection de Trump a évidemment changé la donne. Moi, c'est ce que j'ai ressenti sur place. Nous ne sommes que 3 semaines après l'élection. Donald Trump sera officiellement le président, enfin, il l'est officiellement, mais il sera en fonction à partir du 20 janvier. Donc là, il constitue son administration. Aux États-Unis, c'est un peu différent, notamment ce qu'on connaît en France. Quand il y a un nouveau président, vous avez aussi globalement un changement à la tête de la plupart des agences et administrations. C'est aussi pour ça que ça prend autant de temps. Alors qu'en France, on est plus sur de la continuité, à ne pas bouger les têtes des administrations. Donc ça va avoir un impact. On l'a vu effectivement hier, Gary Gensler, qui était devenu, j'allais dire, l'ennemi public numéro 1 du secteur, a annoncé son départ parce que lui-même sait que Donald Trump a fait de son départ l'une des priorités de son mandat et que, in fine, c'est quand même le président des États-Unis qui choisit, enfin, nomme le président de la SEC. Après, il y a une validation du Sénat, mais c'est quand même lui qui impulse les nominations. Et donc, oui, il va évidemment y avoir un impact. Et pour rebondir sur ce que Draman a expliqué, ce qui est effectivement intéressant, c'est que vous avez une double dynamique concernant les cryptoactifs. Il y a, j'allais dire, les facteurs endogènes au secteur. Par exemple, Bitcoin, quand vous avez le halving, donc c'est la diminution par 2 de la récompense des mineurs, ceux qui font tourner le réseau Bitcoin, ce qui en fait renforce ce sentiment de rareté. Voilà, vous avez des éléments qui sont propres aux crypto-monnaies et donc qui vont propulser les cours. Et puis vous avez également des facteurs exogènes comme la réglementation et potentiellement des changements de régime politique. Où là, bah, quand vous passez d'une administration Biden qui était plutôt opposée aux cryptos à une administration Trump qui est plutôt favorable à l'industrie crypto avec voilà,
des mesures comme constituer une réserve nationale de Bitcoin, comme simplifier la possibilité pour les entreprises d'avoir des crypto-monnaies dans leur comptabilité, ou potentiellement baisser le niveau de la fiscalité sur les crypto-monnaies, forcément, ça crée une traîne positive. Et effectivement, ce qu'on observe depuis le 5 novembre, c'est une explosion sur les marchés. Ça concerne Bitcoin. Et nous, notre sentiment chez The Big Whale, on travaille pas mal sur ces sujets, c'est que comme cela s'est produit à chaque cycle, vous avez d'abord une forte augmentation du côté de Bitcoin, et après, mais il faudra suivre ça dans les mois qui viennent, vous avez une partie de cet argent qui a été massivement investi dans Bitcoin qui va ruisseler sur d'autres cryptoactifs un peu plus petits, ce qui évidemment représente des grosses opportunités. Après, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que on n'est plus du tout dans le même environnement. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets en 2016. En 2016, on était sur des niveaux de capitalisation beaucoup plus faibles. Donc, vous aviez la possibilité d'avoir des fois 100, fois 150, fois même 1000 sur beaucoup de projets. Aujourd'hui, vous pouvez encore le faire, mais c'est beaucoup plus risqué qu'avant. Et c'est pour ça qu'on est dans un marché plus mature et que donc il faut prendre davantage son temps pour comprendre la technologie, comprendre les projets avant d'investir. Après, il y a évidemment des flagships comme Bitcoin, Ether, Solana, où là, j'allais dire, on peut mettre une petite partie de son épargne sur une entreprise ou un particulier sans prendre trop de risques, parce qu'on est aujourd'hui sur des actifs qui sont durablement là dans le paysage. Parfait. Merci Raphaël. Et alors, Draman, peut-être juste 2 points sur tes vues. Un congrès pro-crypto, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'un point de vue régulation et une SEC, une future SEC un peu plus équilibrée? Qu'est-ce que ça signifie pour l'adoption des stablecoins, la finance décentralisée et les produits d'investissement comme les ETF? Absolument. Alors, je pense que ce qu'on a vu dans les prix à date, c'est largement c'est la réaction à court terme. C'est, écoute, on a un nouveau président, on a un changement à la SEC, donc on fait le trade sur cette information. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant et important pour une classe d'actifs comme la crypto, c'est les impacts à long terme. Et ces impacts à long terme vont venir de la politique, comme tu le dis. C'est, écoute, on a un congrès qui est pro-crypto, on a des législateurs, plus de 200, presque 300 législateurs qui sont pro-crypto. Donc, on a beaucoup plus de chances que ces législateurs s'intéressent et passent des lois qui vont encadrer et soutenir le développement de cette industrie aux États-Unis. Et ça, c'est très important quand on connaît la force de frappe des Américains en matière d'innovation et de technologie. Donc ça, c'est le gros signal. C'est qu'on va avoir de très bonnes lois qui vont encadrer des sujets comme le stablecoin. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'aujourd'hui, le marché stablecoin est largement, c'est un marché offshore. Parce que les plus gros stablecoins, c'est USDT, c'est Tether, mais Tether, c'est le dollar offshore. Donc, il y a une grosse opportunité pour des entreprises américaines de créer du stablecoin onshore. Et on se dit que le stablecoin, c'est l'un des killer use cases potentiels de la crypto parce que ça changera la façon dont on envoie des valeurs. Donc, tu as ça comme sujet. Et tu as aussi le sujet de la DeFi. Aujourd'hui, tout le monde est très intéressé par Uniswap parce que Uniswap, ça marche bien, ça fait du revenu. Mais Uniswap ne sait pas comment retourner une partie de ces revenus-là à ses token holders. Mais on peut concevoir un monde où la SEC vient dans le marché avec des règles claires qui permettront maintenant à des protocoles DeFi, mais aussi à des applications décentralisées, de rémunérer les détenteurs de tokens. Et ça changerait complètement la façon de valoriser ces produits. Donc, pour nous, c'est ces impacts à moyen et long terme qui ne sont pas encore pricés dans les prix. Parce que, comme Raphaël le dit, il faut attendre de voir les gens qui seront à la tête des agences, les lois qui vont être passées. Mais c'est là qu'on aura, je pense, le plus gros potentiel. Et ça, ce n'est pas encore reflété dans les prix de Bitcoin et des autres actifs crypto à date. C'est clair. Bon, clairement, tout ce que j'entends signifie un renforcement des cas d'investissement. Donc, j'ai quelques questions. Je vais commencer par Draman. Donc, Bitcoin, pour nous, ça a toujours été un emerging store of wealth, comme une gold startup, entre guillemets, technologique. Mais aujourd'hui, on commence quand même à se dire que il commence à y avoir un consensus sur le fait que ça pourrait vraiment être une valeur de réserve institutionnelle. Donc, comment tu vois le rôle du Bitcoin évoluer dans les portefeuilles? Première question. Et la seconde, c'est sur les smart contracts. Donc, évidemment, les smart contracts sont au cœur de la révolution blockchain. Selon toi, c'est quoi les grandes opportunités dans le secteur de l'infrastructure de ces réseaux blockchain? OK, absolument. Je pense que oui, Bitcoin, ça se renforce. Et l'idée, le simple signal que les Américains veulent faire une réserve stratégique de Bitcoin, je pense que ça envoie un gros signal en termes de réserve de valeur. Je pense que les gens feront cette association de
les Américains commencent à avoir une réserve stratégique en Bitcoin. S'ils le font, d'autres pays vont absolument suivre le move et on aura une grosse demande qui viendra d'acteurs souverains qui veulent juste avoir du Bitcoin parce que ça peut être stratégique pour eux d'avoir une petite réserve de Bitcoin. Donc, comme les pensions, comme les fonds de pension qu'on voit qui commencent à allouer au Bitcoin. exactement, exactement. Donc, l'idée, c'est que Bitcoin, sa place de réserve de valeur, quoique émergente, est bien acquise. Et l'idée, c'est que le potentiel de croissance va venir de cette adoption institutionnelle. Donc, ça peut être des souverains, ça peut être des fonds de pension, mais ça va être juste beaucoup plus de, ça va être juste beaucoup plus de banques privées et d'autres établissements qui aujourd'hui ne pouvaient pas s'engager sur le sujet crypto. Mais si le gouvernement américain ou le gouvernement suisse ou le gouvernement français décidait d'avoir une réserve de valeur Bitcoin, ça change la dynamique, en fait. Ouais. Ça devient un actif autorisé. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça qui a fait. On va rester un peu quand même prudent avec la C'est le signal, en fait. Non, oui, ils ne vont pas la force. C'est vraiment le signal qu'un souverain est capable de coster du Bitcoin, comme ils le font pour l'or. Et donc, du coup, ça devient très compliqué de dire on n'en met pas dans les portefeuilles de nos clients, surtout quand les clients demandent. Donc, je pense que le gros trait pour Bitcoin, c'est cette adoption institutionnelle qui viendra de tous les autres acteurs. Et après, c'est un bon actif. Nous, la thèse d'investissement pour Bitcoin, c'est vraiment, dans le contexte actuel, c'est un peu la protection contre la volatilité géopolitique et macroéconomique qu'on peut espérer dans le monde assez fou dans lequel on vit aujourd'hui en réalité. Donc ça, c'est la thèse d'investissement pour Bitcoin. Mais le play en crypto, c'est aussi les smart contracts. Raphaël a parlé d'Ethereum, de Solana, on a parlé de Cardano. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on est capable de construire une nouvelle façon de faire fonctionner le monde de la finance, mais pas que grâce à ces réseaux décentralisés. Et nous, on se dit, c'est très difficile de construire ces boîtes de technologie quand tu n'as pas la clarté réglementaire. Donc, le gros plus avec les smart contracts, c'est qu'avec une SEC qui va plutôt donner des directives au marché, qui va établir des directives claires pour permettre de dire, écoute, tu peux lancer un projet smart contract, voici comment telle ou telle activité est régulée, ça va permettre à la puissance entrepreneuriale de se déchaîner, à beaucoup plus de projets d'être créés et notamment, ça va permettre d'investir dans la technologie en réalité qui est derrière la blockchain. Je pense que c'est ça, ce sera le plus gros signal. Clarté réglementaire, beaucoup plus d'investissements de VC, beaucoup plus d'activités des entrepreneurs. C'est comme ça qu'on crée l'Internet de la monnaie en fait, en réalité. Très bien. Alors justement, pour Raphaël, parlons un peu des applications décentralisées et des cas d'usage concrets des plateformes de smart contracts. Moi, j'aime bien appeler l'infrastructure, hein, donc les couches 1, smart contract, mais aussi les couches 2 qui leur permettent d'opérer entre elles, de communiquer avec le monde off-chain. Enfin voilà, qu'est-ce que tu vois comme potentiel killer app ou cas d'usage qui soutiendrait clairement l'utilisation de plateformes comme Ethereum ou Solana? Oui, tout à fait. Justement, je vais m'appuyer sur ce qui fait l'actualité hein, concernant Ethereum et Solana. C'est ce que font maintenant depuis presque un an beaucoup de gestionnaires d'actifs et de banques. C'est tout simplement de tokeniser des fonds monétaires. Alors, sans rentrer dans toute la technique, l'intérêt de la blockchain, c'est potentiellement de faire circuler plus rapidement, de manière plus transparente, des fonds et aussi de manière permanente. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, vous êtes capable d'opérer des transferts. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu BlackRock, mais c'est aussi le cas de Société Générale qui travaille dessus. Vous avez UBS qui l'a annoncé il y a maintenant un mois et demi. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de se faire des transferts eh bien, directement en cash, ils vont utiliser la blockchain, donc ils vont tokeniser des fonds monétaires qui vont à la fois servir de transfert et aussi eh bien, de source d'investissement pour des clients parce que vous allez loger dedans des obligations américaines notamment, mais demain on peut imaginer aussi des obligations européennes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un gros cas d'usage qu'on a sur Ethereum et Solana. Et donc voilà, plutôt des choses dans la finance. Et moi, c'est effectivement ce que j'ai vraiment vu à New York. D'accord, merci Raphaël. Alors, avant de parler de ta semaine à New York, on va juste terminer sur la vision long terme de Hashdex en tant qu'asset manager spécialisé sur les cryptos. Draman, en quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler notre vision long terme qu'on a depuis quelques années et évidemment comment 2024 a fait avancer cela ou
Quel est l'impact de 2024? Je pense que l'idée pour nous, ça a toujours été que la technologie blockchain va fondamentalement révolutionner la façon dont le monde fonctionne. Ça va fondamentalement changer la façon dont on échange des valeurs. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu ce biais pour investir dans cette classe d'actifs en regardant des tendances à long terme ou des tendances très lourdes, en fait. Et c'est pour ça qu'on a fait le travail avec cette pièce qui dit, écoute, si vous voulez investir, oubliez le bruit du court terme. Quelles sont les tendances à long terme qui vont driver l'adoption de la crypto? On ne va pas faire la liste, mais chacune de ces tendances en réalité est renforcée aujourd'hui comparé à l'année dernière. Le gros sujet, c'était le sujet réglementaire. On se dit qu'on a fait pas mal de progrès sur le sujet réglementaire et il y aura beaucoup plus de progrès avec la nouvelle réglementation américaine. Parce que c'était ça le gros sujet d'attention. C'était, écoute, ça peut être intéressant, mais les États-Unis, qui sont le plus gros marché des capitaux au monde et le point central de l'innovation était assez conservateur sur le sujet. Ce point est vraiment élevé. Donc aujourd'hui, on a des ETF Bitcoin qui ont aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars en cours. C'est l'un des lancements d'ETF le plus successful dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment ça, que les tendances séculaires à long terme sont renforcées. Et aujourd'hui, on a les États-Unis qui sont prêts à jouer leur rôle de leader dans l'innovation blockchain. Je pense que ça change tout le game en fait, en réalité. Nouveau paradigme. Merci, Draman. Alors, juste pour l'audience, il y a un Q&A, si vous voulez poser des questions, qu'on va couvrir juste après. Alors, Raphaël, bon, parle-nous de cette semaine. Si tu as des anecdotes, n'hésite pas. Mais moi, j'ai une question que j'aimerais bien que tu touches. C'est comment ce nouveau contexte va impacter l'Europe et l'innovation en Europe? Ouais, effectivement, c'est un gros sujet. Alors, juste pour replacer un peu les choses dans leur contexte, donc nous, de Big Whale, plateforme de business, donc information, encore une fois, notre objectif, c'est vraiment de permettre à tous les investisseurs particuliers et entreprises qui suivent ces sujets et qui sont abonnés à The Big Whale de comprendre ce qui se passe d'un point de vue évidemment, j'allais dire macro, mais aussi micro. Et donc, quand on dit micro, moi, je suis journaliste depuis 10 ans, je travaille chez Reuters, aux Échos, je travaille sur la crypto donc depuis 2016. Et notre job, c'est aussi d'aller sur place et donc évidemment de capter ce qui se passe parce qu'on est basé, on a un bureau à Paris, un bureau à Genève, donc on est européen, mais il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, aussi en Asie, un peu partout sur la planète. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe précisément sur place. Donc, j'ai effectivement passé 8 jours à New York. J'avais pas mal de rendez-vous avec des acteurs de la crypto, donc des Coinbase, Gemini, aussi des startups comme Rise ou de taille. Et j'ai aussi vu des Fidelity, BlackRock, donc voilà, des gestionnaires d'actifs. Et l'objectif, c'était évidemment de comprendre un peu dans quel univers ils évoluent. Donc, c'est l'univers immédiat, à savoir, est-ce que ces entreprises se parlent? Est-ce qu'il y a des investisseurs? Est-ce que finalement, ils ont de la traction? Quand on dit traction, c'est est-ce qu'il y a des utilisateurs des plateformes? Est-ce que les entreprises qui ont développé des services de paiement sont utilisées par les entreprises et leurs clients? Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça faisait une bonne année qu'on voulait aller à New York, parce qu'en fait, même si New York a été, comme les États-Unis, touché par une vague de réglementation assez dure sur les cryptos, eh bien New York reste le cœur de la finance mondiale. Vous avez Wall Street, vous êtes bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, New York, ça représente plus d'un tiers des marchés mondiaux de capitaux. Donc forcément, quand on parle de crypto-monnaie, et c'est un sujet qui reste encore très financier, ça touche à la finance traditionnelle. Donc sur place, eh bien voilà, j'ai interrogé tout cela. Et effectivement, on est en train vraiment de vivre un moment pivot parce que l'élection de Trump, en fait, va surtout avoir un impact sur la régulation au sens large, c'est-à-dire pas seulement la crypto, mais évidemment toute l'économie. Alors, il faudra suivre ça parce que on sait aussi que après des vagues de dérégulation, ça a des conséquences, notamment sur les marchés financiers. On l'a vu en 2008 quand on a profondément dérégulé à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, il faudra effectivement faire en sorte que ce soit pas trop violent. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça va avoir un impact positif pour l'industrie crypto parce que, eh bien, les investisseurs, les entrepreneurs du secteur savent que la régulation sera plus favorable, que la SEC va vraisemblablement plutôt les accompagner dans le développement de produits. On l'a encore vu cette semaine. Vous savez, maintenant, il y a des ETF donc sur Bitcoin, sur Ethereum.
il est très vraisemblable qu'on ait bientôt un ETF sur Solana. Et les ETF sont des produits d'investissement très lisibles et assez simples d'accès pour les investisseurs. Donc oui, les choses vont changer. Et pour faire la transition avec l'Europe, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, depuis quelques années, avait pris ce qu'on appelle le leadership sur tout ce qui est crypto, et notamment par la voie réglementaire, qui était sur une industrie où il y avait trop souvent des scandales, je pense, une très bonne chose, parce qu'on a besoin en fait, de créer des standards pour la crypto, et ça passe notamment par la régulation. Donc, MiCA est un texte pionnier pour ceux pareils qui n'ont pas tous les détails. MiCA crée un cadre réglementaire à l'échelle de l'Union européenne, dans les 27 pays de l'Union européenne, pour l'encadrement des plateformes d'échange, pour les stablecoins que Draman a évoqué. Elle sera effective au 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans un mois et demi, avec une mise en place progressive. Mais voilà, donc l'Europe était assez pionnière là-dessus. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'il y a d'un côté l'Europe qui est plutôt pro-régulation, les États-Unis qui étaient très régulation, mais qui vont beaucoup assouplir les choses. Donc peut-être qu'en fait, on va assister à une sorte de bascule liée à la régulation. Vous allez avoir une Europe qui était plutôt leader, peut-être dépassée par des États-Unis qui, en assouplissant les choses et avec la puissance financière qu'il y a notamment à Wall Street, vont peut-être prendre le lead avec plus d'investissements, plus de startups. Et nous, on a déjà des cas d'entreprises européennes qui se disent il y a peut-être pas mal de choses à faire aux États-Unis. Super. Eh ben, Raphaël, merci. Merci à tous dans l'audience. Je vous invite vivement à aller voir le site de The Big Whale pour un peu voir justement tous leurs différents contenus. Pour nous, c'est vraiment un acteur qui est au cœur, vraiment au cœur, je dirais, des acteurs, plus les projets, les gens des fondations, des réseaux, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter leur site. Et puis pour plus d'informations concernant Hdex, nos produits, notre recherche qui est accessible, n'hésitez pas à aller sur notre site hdex.com. On va organiser un webinaire en décembre parce qu'on va publier notre Outlook 2025. Donc, vous recevrez une invitation. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, je ne vois pas de questions dans le Q&A. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et Raphaël, encore merci Merci. d'être intervenu dans ce webinaire. Bonne journée à tous et bon week-end. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.